En 1940, c'est le choc. La France, qui est alors l'une des plus grandes puissances mondiales, s'effondre littéralement en l'espace de quelques semaines. Et de ses cendres, un nouvel État va naître. Un État autoritaire, dirigé depuis Vichy, qui va faire le choix de la collaboration avec l'Allemagne nazie. Alors ensemble, on va plonger dans cette période, qui est l'une des plus sombres de l'histoire de France, pour essayer de comprendre comment une telle chute a pu se produire si vite. Voilà, c'est vraiment la question qui est au cœur de tout. Comment est-ce qu'une défaite militaire, même une défaite aussi terrible, a pu provoquer non seulement la chute d'une armée, mais carrément la mort d'une démocratie, et la naissance, juste après, d'un régime de collaboration? C'est ça qu'on va décortiquer. Quand on regarde cette chronologie, ce qui frappe, c'est la vitesse. C'est juste incroyable. En moins de 2 mois, tout ce qui faisait la France, son armée, sa politique, tout est balayé. Pour la population, le choc est inimaginable. C'est un désastre national absolu. Bon, pour comprendre comment on a pu en arriver là, il faut commencer par le commencement. Et le commencement, c'est le désastre militaire. C'est vraiment le premier acte de cette tragédie. Juste avant l'invasion, il y a eu cette période vraiment bizarre qu'on a appelée la drôle de guerre. En fait, la France a déclaré la guerre à l'Allemagne, mais il ne se passe rien. Les soldats sont là, ils attendent, bien à l'abri derrière la fameuse ligne Maginot. C'est une sorte de calme plat, un calme totalement irréel, juste avant que la tempête ne se déchaîne. Et puis, le 10 mai 1940, la tempête éclate. Et là, c'est la panique générale. Il faut s'imaginer ça, entre 8 et 10 millions de personnes, c'est presque un quart de la population de l'époque qui abandonne tout. Ils jettent ce qu'ils peuvent sur des charrettes, dans des voitures, et ils fuient vers le sud. Ces routes de l'Exode, qui sont en plus bombardées par les avions allemands, elles deviennent le symbole même du chaos, de la déroute de tout un pays. Ce qui nous amène à la question suivante. Mais comment c'est possible? Comment l'armée française, qui était à l'époque vue comme l'une des meilleures du monde, a pu être balayée comme ça aussi rapidement? En fait, il y a plusieurs raisons à ça. D'abord, il y a l'état-major français qui est resté bloqué sur les stratégies de la Première Guerre mondiale, une vision très défensive. En face, les Allemands, eux, ont une tactique totalement nouvelle, le Blitzkrieg, la guerre éclair, qui mise tout sur la vitesse et la puissance des chars pour tout enfoncer. Si on ajoute à ça une motivation des troupes qui n'est pas toujours au rendez-vous, eh bien on a le cocktail parfait pour une défaite éclair. Mais attention, la défaite militaire, ce n'est que le début. Le pire est à venir. C'est sur les ruines de l'armée que va se jouer la fin de la démocratie en France. L'armistice, ce n'est pas juste la fin des combats. Il coupe littéralement le pays en deux. Au nord, on a la zone occupée, contrôlée directement par les Allemands, et au sud, on a une zone qu'on appelle libre, où le nouveau gouvernement français va s'installer. Mais on va voir que cette liberté, eh bien, c'est une pure illusion. Et le prix à payer, il est exorbitant. L'Allemagne pille toutes les ressources, l'industrie, l'agriculture. En plus, la France doit payer pour entretenir l'armée allemande qui l'occupe. Et pour couronner le tout, près de 2 millions de soldats français restent prisonniers en Allemagne. C'est une humiliation totale, à la fois économique et humaine. Et là, on arrive au moment clé, au coup de grâce si on peut dire, le 10 juillet 1940. Dans une ambiance de panique et de désarroi total, les députés et les sénateurs, réunis à Vichy, vont voter la fin de la République. Ils donnent les pleins pouvoirs à un seul homme, le maréchal Pétain, avec une mission, créer une nouvelle constitution, un nouvel État. Ce nouvel État, il ne s'appelle plus la République, mais l'État français. Et il va lancer un projet politique radical, la Révolution nationale. L'idée, c'est de refaire la France de A à Z, mais sur des bases complètement différentes, autoritaires et réactionnaires. Le symbole le plus évident de cette rupture, c'est le changement de devise. On oublie liberté, égalité, fraternité, fini. Maintenant, c'est travail, famille, patrie. Chaque mot est choisi avec soin pour tourner le dos à tout l'héritage de la République, de la Révolution française. Cette affiche de propagande, elle résume parfaitement l'idéologie du régime. D'un côté, on a la mauvaise maison, celle du passé, de la République, qui s'écroule. Ses fondations, la paresse, la démagogie, le communisme et, c'est écrit noir sur blanc, les Juifs. De l'autre côté, la bonne maison, celle de Vichy, solide, bâtie sur l'ordre, la discipline, l'épargne. Ce qu'on voit très clairement ici, c'est que l'antisémitisme n'est pas un détail, il est au cœur même du projet de Vichy, et ce, dès les tout premiers jours. Et cette idéologie, elle ne reste pas sur le papier, elle se traduit très vite par des lois. Dès octobre 1940, le régime de Vichy promulgue le premier statut des Juifs. Et ce qui est crucial de comprendre, c'est que c'est fait sans aucune demande des Allemands à ce moment-là. C'est une loi qui, du jour au lendemain, exclut les citoyens français juifs de toute une série de métiers, de la fonction publique. C'est bien Vichy qui prend l'initiative de la persécution. Cette politique intérieure d'exclusion va rapidement s'accompagner d'une autre facette du régime,
la collaboration active avec l'occupant nazi. Cette chronologie montre bien l'escalade, l'engrenage tragique. On commence par un acte politique, la fameuse poignée de main entre Pétain et Hitler à Montoire qui lance la collaboration d'État. Et on finit en juillet 1942 avec la police française qui participe directement à la politique d'extermination nazie. Le symbole terrible de cette complicité, c'est la rafle du Vélodrome d'hiver. Plus de 13 000 personnes juives, dont énormément d'enfants, arrêtées en plein Paris. Et le point essentiel, c'est qu'ils sont arrêtés non pas par l'armée allemande, mais par la police française. C'est la preuve la plus sombre de l'implication de l'État français dans la Shoah. À partir de la fin de 1942, le cours de la guerre commence à changer. Et avec lui, le peu d'illusions de souveraineté que Vichy essayait de maintenir va complètement voler en éclats. Tout s'accélère en novembre 1942. C'est un véritable effet domino. D'abord, les Alliés débarquent en Afrique du Nord. En réaction directe, Hitler envahit la zone sud. À ce moment-là, c'est terminé. Fini l'illusion de la zone libre. Vichy reste en place, mais n'est plus qu'une marionnette. Et sa collaboration devient encore plus dure, avec le STO, le service du travail obligatoire, qui envoie des jeunes Français travailler de force en Allemagne, et surtout avec la création de la milice. La milice, créée en 1943, c'est vraiment le symptôme de cette fuite en avant. Qu'est-ce que c'est ? C'est une force paramilitaire, une police politique composée de Français dont le travail est de traquer d'autres Français. Les résistants, les Juifs, tous les opposants. À ce stade, la France est plongée dans une sorte de guerre civile. Et pour de plus en plus de Français, c'est le moment où le masque tombe. Le maréchal Pétain, qui en 1940 se présentait comme un bouclier, celui qui allait protéger les Français, apparaît maintenant pour ce qu'il est réellement devenu, le valet de Hitler, un simple instrument au service de l'Allemagne. Alors au final, la question reste entière. Le régime de Vichy était-il, comme ses défenseurs l'ont longtemps affirmé, un bouclier qui a permis de protéger les Français du pire, ou bien n'a-t-il été qu'un outil docile, un instrument de la collaboration au service des intérêts de l'Allemagne nazie ? C'est un débat complexe et douloureux qui, aujourd'hui encore, continue de marquer profondément la mémoire française.